L'air matinal du quartier financier de Lyon était vif, sec et métallique, comme les tours de verre polis qui percèrent le ciel. Dans le hall de marbre des entreprises Mercier, le parfum d'huile de lavande luttait pour couvrir l'odeur âcre de l'eau de Javel. Sophie Moreau, 28 ans, se déplaçait silencieusement dans l'espace, son uniforme gris modeste fraîchement repassé, ses mains desséchées par les détergents quotidiens. Elle évitait le regard des cadres qui passaient devant elle dans des costumes valant plus qu'une année de son salaire. Ce matin-là, Sophie avait apporté le déjeuner de son neveu à la cuisine du personnel, une habitude hebdomadaire née de sa gentillesse. Il était soigneusement emballé, étiqueté et placé dans le réfrigérateur, un petit contenant de bœuf bourguignon et un mot « Sois fort aujourd'hui, mon chéri ». Depuis l'ascenseur, la voix de monsieur Jean-Philippe Mercier résonna comme une lame. Grand, imposant, vêtu d'un costume noir impeccable aux boutons dorés, il marchait avec une présence qui faisait taire les conversations. Son expression s'adoucissait rarement. Connu dans toute la France pour son empire bâti sur l'immobilier, la technologie et les acquisitions agressives, sa gentillesse était aussi rare que la neige en août. Alors que Sophie finissait de passer la serpillière sous l'entrée de la salle de conférence, monsieur Mercier s'arrêta brusquement. Son pied avait légèrement glissé sur une zone humide. La salle se figea. Il se retourna vivement. « Qui a permis à cette saleté d'atteindre l'étage de la direction ?» aboya-t-il, pointant d'abord le sol, puis Sophie. Ses joues s'empourprèrent. Des dizaines d'employés se tenaient à proximité, réceptionnistes, stagiaires, même le directeur régional. Personne ne bougea. « Je la veux dehors », dit-il froidement. « Aujourd'hui, pas de seconde chance. » Sophie retint son souffle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais aucune ne coula. Son superviseur baissa les yeux, trop effrayé pour parler. Silence, humide, assourdissant. Les mains tremblantes, Sophie posa sa serpillière et se tint droite. Elle ne parla pas. Elle inclina simplement la tête, se retourna et traversa pieds nus le marbre froid. Ses sandales étaient restées dans le placard du concierge. Chaque pas résonnait. Derrière elle, quelqu'un ricana. Un autre murmura « Juste une femme de ménage ». Mais le silence qu'elle laissa derrière elle portait plus de poids que n'importe quelle insulte. Et il résonnait plus fort que la voix de monsieur Mercier ne le pourrait jamais. Dans le vestiaire, Béatrice, une autre femme de ménage d'origine sénégalaise, l'attendait avec un regard empli de compassion. Elle avait entendu l'éclat de voix depuis le couloir. « Ma pauvre Sophie », murmura-t-elle, en lui tendant un mouchoir en tissu usé. « Ce n'est pas juste, tu n'as rien fait de mal. » Sophie hocha la tête, incapable de parler. Ses doigts trouvèrent la photo de son neveu Thomas dans son casier, un garçon de 10 ans au sourire éblouissant. Elle devait rester forte pour lui. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» chuchota-t-elle enfin, la voix brisée comme du verre sous un talon. Béatrice posa une main calleuse sur son épaule. « D'abord, tu respires. Ensuite, tu te rappelles que tu vaux plus que ce qu'ils pensent. » La lumière pâle des néons clignotait au-dessus d'elle, projetant des ombres tremblantes sur les casiers métalliques. L'odeur de détergents industriels imprégnait leurs vêtements, leurs cheveux, leur peau, un rappel constant de leur place dans la hiérarchie sociale. Sophie rassembla ses maigres effets personnels. Une brosse à cheveux, un tube de crème pour les mains, un roman écorné qu'elle lisait pendant ses pauses. Ses mouvements étaient mécaniques, comme si son corps savait quoi faire alors que son esprit restait engourdi par l'humiliation. « Ils pensent que nous sommes invisibles », dit Béatrice doucement, « jusqu'à ce qu'ils aient besoin de blâmer quelqu'un. » Dans le hall, le personnel d'accueil évitait son regard tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie. Dehors, la pluie de novembre avait commencé à tomber, fine et glaciale. Sophie n'avait pas de parapluie. Elle leva le visage vers le ciel gris, laissant les gouttes se mêler aux larmes qui coulaient enfin librement. Le trajet en bus jusqu'à son appartement dans le quartier de la Croix-Rousse fut interminable. Assise près de la fenêtre embuée, elle observait la ville qui continuait de vivre, indifférente à son petit drame. Les lumières des cafés brillaient chaleureusement à travers la brume. Des gens riaient sous leurs parapluies. Des enfants rentrèrent de l'école en sautant dans les flaques. Le monde ne s'était pas arrêté pour elle.
Et pourtant, quelque chose en elle s'était brisé aujourd'hui. Pas seulement sa dignité, mais aussi sa conviction que le travail honnête menait toujours au respect. Quand elle descendit du bus, la pluie s'était transformée en crachin. Les pavés luisaient sous les réverbères qui s'allumaient dans le crépuscule précoce de l'automne. Sophie marchait lentement, comme si chaque pas la rapprochait d'une réalité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Comment allait-elle payer le loyer? Comment expliquerait-elle à Thomas qu'il devrait peut-être se serrer la ceinture encore plus ce mois-ci? Mais au milieu de ce désespoir, une étincelle minuscule et inattendue s'alluma dans sa poitrine. Une étincelle de colère, de résistance. Pour la première fois depuis des années, Sophie se demanda pourquoi avait-elle accepté d'être traitée comme moins qu'humaine. Et plus important encore, était-elle prête à continuer de l'accepter? Sophie vivait dans un petit appartement au 5e étage, sans ascenseur, dans le quartier de la Croix-Rousse. Un dédale d'immeubles anciens et de ruelles étroites, où l'odeur de pain frais, de café et d'espoir s'accrochait à l'air comme la poussière. Son 2 pièces captaient à peine la lumière du soleil, mais à l'intérieur c'était un havre de paix, propre, simple et chaleureux. Elle n'avait pas toujours été femme de ménage. Née à Marseille d'une mère couturière et d'un père ouvrier, Sophie était venue à Lyon à 19 ans après la mort de sa mère d'un cancer mal soigné, faute d'assurance adéquate. Son père, chauffeur de taxi, était décédé 1 an plus tard d'une crise cardiaque. Le genre qui vient du chagrin et de l'épuisement. À Lyon, elle avait travaillé sans relâche, d'abord comme femme de ménage chez des particuliers, puis aux entreprises Mercier. Chaque euro qu'elle gagnait permettait à son neveu Thomas d'aller à l'école. Il était sa lumière, sa raison d'être. À seulement 10 ans, Thomas adorait les chiffres, particulièrement les multiplier à haute voix pendant que Sophie pliait le linge. « Tu crois que je peux devenir ingénieur un jour, Tati ?» demanda-t-il une fois. Sophie prit son visage entre ses mains. « Tu peux devenir tout ce que tu veux, mais d'abord, on survit. » Malgré son épuisement quotidien, elle cuisinait pour lui lisait des histoires et lui rappelait que les rêves n'étaient pas réservés aux riches. Son amie Madeleine, une femme martiniquaise plus âgée qui vivait sur le même palier, laissait souvent des madeleines et du thé chaud devant la porte de Sophie. Elle avait été la première à accueillir Sophie à son arrivée à Lyon, effrayée et seule. « Tu portes le ciel sur ton dos », lui avait dit Madeleine un jour. « Mais tu marches toujours comme si la terre t'appartenait. » Ce soir-là, après son licenciement public, Sophie était assise silencieusement sur le petit balcon avec Madeleine. « Je n'ai pas pleuré, » murmura Sophie. « Tu n'as pas besoin de pleurer pour te sentir brisée. » Sophie regardait les étoiles. « Je croyais qu'en travaillant dur, je gagnerais le respect. » Madeleine hocha lentement la tête. « C'est peut-être encore possible. Mais d'abord, la tempête doit venir. » Sophie resserra son châle contre le vent froid de novembre. Elle ne le savait pas encore, mais une tempête avait déjà commencé à se former, une qui ébranlerait des tours bien plus hautes qu'elle. Thomas rentra de l'école, son cartable rebondissant sur son dos mince. Son visage s'illumina en voyant sa tante, puis s'assombrit en remarquant ses yeux rougis. « Qu'est-ce qui ne va pas, Tati ?» demanda-t-il, grimpant sur ses genoux malgré ses protestations qu'il était trop grand pour ça maintenant. « Rien, mon cœur. Juste une journée difficile. » Mais Thomas était perspicace pour son âge. « Tu as perdu ton travail, c'est ça ?» Sophie soupira. L'innocence des enfants venait avec une étrange clairvoyance. « Oui, mais on va s'en sortir, comme toujours. Je peux arrêter les cours de mathématiques avancées, » proposa-t-il immédiatement, son petit visage sérieux. « Ça coûte cher !» Elle sentit son cœur se serrer. « Jamais de la vie, ces cours sont ton avenir. » Dans la cuisine minuscule, elle prépara une soupe aux poireaux et aux pommes de terre, économique, mais réconfortante. Le bruit du couteau sur la planche à découper avait quelque chose d'apaisant. Chaque geste était précis, contrôlé, contrairement au chaos qui régnait dans son esprit. À travers la fenêtre entr'ouverte, les bruits de la ville montaient jusqu'à eux, klaxons lointains, rires éclatants d'un café en contrebas, cloche de l'église Saint-Bruno sonnant l'heure. La vie continuait, imperturbable. « J'ai eu 18 en maths aujourd'hui. »
annonça Thomas en mettant la table, essayant visiblement de la distraire. Sophie sourit malgré elle. Mon petit génie, raconte-moi. Pendant qu'il mangeait, Thomas parlait avec animation de théorèmes et d'équations. Sophie l'écoutait, émerveillée par cette intelligence vive qui ne demandait qu'à s'épanouir. Elle se demandait comment des gens comme Monsieur Mercier pouvaient posséder tant et apprécier si peu, tandis que Thomas trouvait de la joie dans de simples problèmes mathématiques. Après le dîner, Thomas fit ses devoirs pendant que Sophie triait des factures à la table de la cuisine. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués. Loyer, électricité, assurance, nourriture. Et maintenant, pas de salaire en perspective. Ses économies tiendraient peut-être un mois, pas plus. Elle avait toujours été prudente, mais la marge était mince quand on vivait de peu. Plus tard, après avoir bordé Thomas, elle se permit enfin de pleurer silencieusement dans la salle de bain, le bruit de l'eau couvrant ses sanglots. Elle ne voulait pas que son neveu l'entende. Pour lui, elle devait rester forte, invincible. Le miroir lui renvoyait l'image d'une femme aux traits tirés par la fatigue, aux yeux cernés, mais qui portait encore une certaine dignité dans la ligne de sa mâchoire, dans la façon dont elle tenait ses épaules. « Tu es plus que ce qu'il voit », murmura-t-elle à son reflet, répétant les mots que sa mère lui disait souvent. Cette nuit-là, alors que Thomas dormait paisiblement, Sophie resta éveillée, assise à la fenêtre, observant les lumières de Lyon. La ville semblait si pleine de possibilités et pourtant si inaccessible pour des gens comme elle. Un souvenir lui revint, celui de son professeur au lycée professionnel qui leur parlait de droit du travail. « La dignité n'est pas un privilège, c'est un droit », disait-il avec passion, et parfois il faut se battre pour ses droits. À l'époque, ces mots lui semblaient abstraits, théoriques. Maintenant, ils résonnaient avec une urgence nouvelle. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine quand Sophie se réveilla, une résolution nouvelle formée pendant son sommeil agité. Elle prépara le petit déjeuner pour Thomas, l'aida à se préparer pour l'école, tout en réfléchissant intensément. « Tu as l'air différente aujourd'hui, Tati », remarqua Thomas en mordant dans sa tartine. « Comment ça, différente ? Je ne sais pas. Plus déterminée. » Sophie sourit, surprise par la perspicacité de cet enfant qui était presque tout son monde. « Tu as raison, j'ai pris une décision. »« Quelle décision ?» Elle hésita, puis se pencha vers lui, comme pour partager un secret. « Je vais me battre, pas avec les poings, mais avec les mots et les lois. » Thomas hocha la tête, solennel, comme s'il comprenait parfaitement, bien que Sophie se doutât qu'il ne saisissait pas toutes les implications. « Je t'aiderai, » dit-il simplement. Et dans ce moment ordinaire, dans cette cuisine modeste baignée par la lumière dorée du matin, Sophie sentit quelque chose se renforcer en elle. Une détermination qui avait toujours été là, enfouie sous des couches de résignation et de fatigue. Elle n'était peut-être qu'une femme de ménage aux yeux du monde, mais pour ce petit garçon, elle était un modèle, et cela valait la peine de se battre. Le lendemain matin, Sophie retourna aux entreprises Mercier, non pas comme employée, mais pour récupérer sa dernière paie. Elle se tenait devant le bureau des ressources humaines, comme un fantôme du jour précédent. Les employés passaient rapidement devant elle, les yeux fuyants, comme si la culpabilité pouvait être contagieuse. Elle signa les papiers d'une main ferme, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit un rire, familier, tranchant. La prochaine fois, on embauchera quelqu'un qui sait nettoyer sans ruiner des chaussures Louboutin. C'était Élodie, l'assistante personnelle de Monsieur Mercier, sa voix douce et venimeuse. Sophie s'arrêta. Quelque chose se brisa en elle. Pas bruyamment, mais définitivement. Elle se retourna, le regard calme. « La prochaine fois, dit-elle doucement, je nettoierai la vérité. Pas le sol. » Élodie leva les yeux au ciel. Mais Sophie ne fléchit pas. Elle sortit la tête plus haute que jamais. Ce soir-là, en triant de vieux papiers dans son tiroir à la maison, elle trouva quelque chose qu'elle avait oublié. Un carnet de séjour d'études de droit élémentaire au centre de formation pour adultes. Son instructeur disait autrefois « Même un travailleur a droit à la dignité, et la loi ne s'incline pas devant l'argent. » En le feuilletant, ses doigts tremblaient.
Elle s'arrêta sur une page intitulée « Licenciement abusif et diffamation ». Et juste comme ça, une étincelle. Le jour suivant, elle se rendit au bureau du tribunal des prud'hommes. Nerveuse mais résolue, elle déposa une plainte. « Je veux être entendue », dit-elle au greffier. « Pas payée, entendu. » Une semaine plus tard, une notification formelle fut envoyée aux entreprises Mercier. Monsieur Mercier devrait comparaître devant le tribunal. Sophie savait que ce qu'elle avait déclenché était dangereux, mais c'était aussi nécessaire. Parfois, le silence protège, mais parfois, il emprisonne. Elle avait choisi sa voie. Le soir où elle déposa sa plainte, une pluie fine tombait sur Lyon, transformant les pavés en miroirs liquides qui reflétaient les lumières de la ville. Sophie marchait lentement, sans parapluie, laissant l'eau laver quelque chose en elle, la peur peut-être, ou la résignation qui l'avait habitée trop longtemps. En rentrant dans son immeuble, elle croisa Monsieur Dupont, un vieil instituteur à la retraite qui vivait au 2e étage. Il tenait son petit chien Filou en laisse, un Yorkshire aussi âgé et digne que son maître. « Bonsoir, Sophie », salua-t-il avec chaleur. « Vous êtes trempée. »« Bonsoir, Monsieur Dupont. »« Je n'ai rien, juste un peu de pluie. » Le vieil homme l'observa avec ses yeux pâles et perçants. « Il y a quelque chose de différent chez vous ce soir, une lumière nouvelle. » Sophie sourit, surprise par cette observation qui faisait écho à celle de Thomas. « J'ai fait quelque chose aujourd'hui, quelque chose de difficile, mais de juste. »« Ah !» répondit-il simplement, hochant la tête comme s'il comprenait parfaitement. C'est toujours dans ces moments-là que nous trouvons notre vraie mesure. Dans son appartement, Sophie trouva Thomas assis à la table de la cuisine, concentré sur ses devoirs. Madeleine avait dû le récupérer à l'école. Une odeur de poulet rôti flottait dans l'air. « J'ai fait un poulet aux herbes », annonça Madeleine depuis le minuscule salon où elle tricotait, installée dans le fauteuil près de la fenêtre. Un homme ne peut pas réfléchir l'estomac vide, et ce petit homme réfléchit beaucoup. Thomas leva les yeux, son visage s'illuminant à la vue de sa tante. « Tu l'as fait? Tu as vraiment déposé une plainte ?» Sophie acquiesça, étonnée qu'il comprenne si bien la situation. « J'ai tout expliqué à Tati Madeleine, » dit-il avec fierté. « Elle dit que tu es brave comme Jeanne d'Arc. » Sophie rit, touchée par la comparaison excessive. « Je ne suis pas si brave, juste homme fatigué de me taire. » Pendant le dîner, ils parlèrent de ce qui pourrait arriver. Madeleine, avec sa sagesse tranquille, lui conseilla de se préparer à toutes les éventualités. « Les hommes comme Mercier n'aiment pas être défiés, » prévint-elle. « Il utilisera sa puissance, son argent, ses avocats. »« Je n'ai rien à perdre, » répondit Sophie. « Ma dignité, il l'a déjà piétinée. »« Tu te trompes, » corrigea doucement Madeleine. « Ta dignité, c'est la seule chose qu'il n'a pas pu prendre. C'est pourquoi tu te bats maintenant. » Plus tard, cette nuit-là, après que Thomas se fut endormi, Sophie sortit son vieux carnet de droit et commença à prendre des notes, préparant son témoignage. Les mots venaient facilement, comme s'ils avaient attendu des années pour être libérés. Elle écrivit jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux, éclairant le petit appartement d'une lumière grise et tendre. Dehors, Lyon s'éveillait lentement. Bruit de volets qu'on ouvre, cliquetis des tasses dans les cafés, premier tramway traversant la ville encore endormie. Dans les jours qui suivirent, Sophie établit une nouvelle routine. Le matin, elle cherchait du travail, acceptant des heures de ménage chez des particuliers recommandés par Madeleine. L'après-midi, elle préparait son dossier pour le tribunal, relisant ses notes de cours, consultant des forums juridiques sur l'ordinateur public de la bibliothèque municipale. Une semaine avant l'audience, elle reçut un appel de Maître Laurent, un avocat qui avait accepté de prendre son affaire pro bono après avoir entendu parler de sa situation par une connaissance commune. « Mademoiselle Moreau, » dit-il, sa voix grave résonnant à travers le téléphone, « je dois vous avertir. Les entreprises Mercier ont engagé Maître Pelletier. » Le nom ne signifiait rien pour Sophie. « C'est un des meilleurs avocats d'affaires de Lyon, » expliqua Maître Laurent. « Ils jouent de leur réputation. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. « Ils ont peur d'une simple femme de ménage ?»
Ils ont peur de la vérité, corrigea l'avocat, et du précédent que cela pourrait créer. Le soir, avant l'audience, Sophie ne parvint pas à dormir. Elle restait allongée dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière de Thomas dans la chambre voisine, se demandant si elle avait fait le bon choix, et si elle perdait. Et si Mercier se vengeait, s'assurant qu'elle ne trouve plus jamais d'emploi à Lyon. À l'aube, elle se leva, épuisée mais résolue. Elle enfila sa seule tenue formelle, une jupe droite noire, un chemisier blanc amidonné et une veste de tailleur qu'elle avait achetée d'occasion pour les réunions parents-professeurs de Thomas. Devant le miroir, elle noua un foulard bleu marine autour de son cou, un cadeau de sa mère. Le tissu usé mais toujours élégant lui donnait une allure presque professionnelle. « Tu es belle, Tati », dit Thomas depuis la porte, les yeux encore gonflés de sommeil. Sophie se tourna surprise. « Tu devrais dormir encore un peu. Je voulais te voir avant que tu partes. » Il s'approcha et prit sa main. « Tu vas gagner, je le sais. Comment peux-tu en être si sûr ?»« Parce que tu as raison, » répondit-il simplement, avec cette logique implacable des enfants. « Et dans mes livres, ceux qui ont raison finissent toujours par gagner. » Sophie sourit, touchée par sa foi innocente. Si seulement le monde fonctionnait vraiment ainsi. Dehors, Madeleine attendait pour l'accompagner jusqu'au tribunal. Le ciel était d'un bleu limpide, comme si l'univers lui-même voulait être témoin de cette journée. « Prête ?» demanda Madeleine. Sophie inspira profondément, sentant l'air frais emplir ses poumons. « Non, mais j'y vais quand même. » Et tandis qu'elle descendait la colline de la Croix-Rousse vers le palais de justice en contrebas, Sophie sentit quelque chose s'élever en elle. Pas du courage exactement, mais quelque chose de plus profond. Une certitude tranquille que, quelle que soit l'issue, sa voix serait enfin entendue. La salle d'audience du tribunal des prud'hommes était modeste, dérangée de bancs en bois usés, une légère odeur de papier et de poussière flottant dans l'air. La climatisation bourdonnait comme une respiration nerveuse. Sophie était assise tranquillement, portant un foulard crème simple, sa posture droite, sa présence humble mais indéniable. En face d'elle, vêtu de soie et d'autorité, Jean-Philippe Mercier était flanqué d'une équipe d'avocats en costume sur mesure. La juge, une femme dans la cinquantaine avec des lignes de sagesse gravées autour de ses yeux, regardait Sophie avec curiosité, pas avec pitié. Lorsqu'on lui demanda de parler, Sophie se leva. Sa voix ne tremblait pas. « J'ai été licenciée non pas à cause de ce que j'ai fait, dit-elle, mais à cause de ce que j'étais, invisible. » Elle raconta la journée, son ton honnête, ses mots prudents. « J'ai nettoyé des sols qui portaient des hommes qui n'ont jamais appris à s'incliner, pas même devant la décence. » Un léger murmure s'éleva dans la salle d'audience. Elle parla de son père, de sa mère et du petit garçon qui croyait encore au rêve. Elle parlait non pas pour se venger, mais pour la dignité. Puis, elle ouvrit son sac et posa ses sandales de nettoyage sur la table. « Voici, » dit-elle, « ce que je portais le jour où on m'a traité de saleté. Je veux que la vérité marche là où je n'ai pas été autorisé à aller. » Monsieur Mercier observait en silence. Ses doigts se crispèrent autour de son stylo Montblanc, peu habitué à une telle contradiction publique. Quand la juge lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il se leva, inhabituellement incertain. « C'est un malentendu, » dit-il. Mais le mal était fait, pas à Sophie, mais à son orgueil. Dehors, des journalistes s'étaient rassemblés, les histoires se répandaient. « Qui est la femme de ménage qui s'est dressée contre le grand patron ?» Sophie ne répondit pas. Elle se contenta de sourire. Pour la première fois, quelqu'un écoutait, non pas sa douleur, mais sa valeur. Maître Laurent, son avocat, présentait méthodiquement les faits. Le licenciement abusif, l'humiliation publique, les conséquences psychologiques et financières. Sa voix calme contrastait avec l'atmosphère électrique de la salle. « Ma cliente n'a pas simplement perdu un emploi ce jour-là », expliqua-t-il. Elle a été dépouillée de sa dignité devant ses collègues. Maître Pelletier, l'avocat des entreprises Mercier, se leva ensuite. Grand, élégant, avec une assurance qui venait de décennies passées à défendre les puissants. Cette affaire n'est qu'un simple différend de travail qu'on tente de transformer en drame social, argumenta-t-il.
Les entreprises ont le droit d'exiger certains standards. Monsieur Mercier a réagi à un incident qui aurait pu causer un accident. Sophie observait les deux hommes s'affronter dans un ballet juridique complexe. Les termes techniques volaient comme des oiseaux exotiques au-dessus de sa tête. Préjudice moral, rupture abusive, obligation de sécurité. La juge, Madame Fournier, écoutait attentivement, prenant parfois des notes sur un carnet à la couverture usée. Ses lunettes rectangulaires reflétaient la lumière blafarde des néons. « Mademoiselle Moreau, dit-elle finalement, se tournant vers Sophie, pouvez-vous nous dire précisément ce que vous attendez de ces procédures ?» Sophie se leva à nouveau. La salle semblait retenir son souffle. « Je ne demande pas une fortune, Madame la juge. Je demande 3 choses, mes indemnités légales, des excuses publiques et l'assurance que les autres employés de service ne seront plus jamais traités comme des êtres inférieurs. » Mercier se raidit visiblement. Les excuses publiques étaient clairement ce qui le dérangeait le plus. La pause déjeuner fut annoncée. Sophie sortit dans le couloir, où Madeleine l'attendait avec un sandwich et un thermos de café. « Comment ça se passe ?» demanda Madeleine, scrutant son visage. « Je ne sais pas, » admit Sophie, « mais j'ai dit ce que je devais dire. » À leur retour dans la salle, un murmure parcourut l'assistance. Un jeune homme s'était joint au public, Victor, un stagiaire des entreprises Mercier que Sophie reconnut. Il lui adressa un hochement de tête presque imperceptible. La juge reprit la séance. « Avant de poursuivre, j'aimerais entendre directement Monsieur Mercier. » Jean-Philippe Mercier se leva, ajustant sa cravate en soie. Son assurance habituelle semblait légèrement fissurée. « Madame la juge, » commença-t-il, « je dirige une entreprise qui emploie plus de 500 personnes. Des décisions doivent être prises rapidement pour maintenir l'ordre et l'efficacité. Cela inclut-il d'humilier publiquement vos employés ?» demanda calmement la juge. Un silence lourd s'abattit sur la salle. « Je n'ai pas... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Mes intentions ont peut-être été mal interprétées. »« Monsieur Mercier, » intervint Maître Laurent, « plusieurs témoins affirment que vous avez qualifié ma cliente de saleté. Est-ce une mauvaise interprétation ?» Mercier regarda son avocat, qui semblait soudain très intéressé par ses notes. « J'ai peut-être réagi de façon excessive, » concéda-t-il finalement. La juge hocha la tête, comme si quelque chose venait d'être confirmé. Nous entendrons maintenant les témoins. À la surprise de Sophie, Victor se leva et s'avança vers la barre. En tant que stagiaire à la communication, il avait été présent ce jour-là. Mademoiselle Moreau était respectée par tous les employés de service, témoigna-t-il. Elle travaillait plus d'heures que prévu, sans jamais se plaindre. Ce jour-là, le sol venait d'être nettoyé. Il y avait un panneau « Attention sol mouillé », mais Monsieur Mercier l'a ignoré. Mercier fronça les sourcils, visiblement contrarié par cette trahison inattendue. D'autres témoins suivirent. Béatrice, qui confirma l'excellence du travail de Sophie, le responsable de l'entretien qui admit à contre-cœur que le licenciement avait été précipité. Et même une réceptionniste qui décrivit l'atmosphère de peur qui régnait souvent en présence de Mercier. Quand vint le moment des plaidoiries finales, Maître Laurent se leva avec une assurance tranquille. « Cette affaire est bien plus qu'un simple litige du travail, » conclut-il. C'est un rappel que dans notre République, les principes d'égalité et de dignité ne sont pas des concepts abstraits, mais des droits fondamentaux. Ma cliente ne demande pas la charité, elle demande justice. La juge annonça qu'elle rendrait sa décision dans 1 semaine. En quittant la salle, Sophie sentit une étrange légèreté. Quelle que soit l'issue, elle avait repris possession de sa voix. Dans le hall du tribunal, elle croisa le regard de Mercier. Pour la première fois, il la voyait vraiment, non pas comme une silhouette en uniforme gris, mais comme une femme de chair et de sang, avec une volonté propre. « Vous êtes plus forte que je ne pensais », dit-il doucement, presque pour lui-même. Sophie le regarda droit dans les yeux. « Je l'ai toujours été, monsieur Mercier, vous ne regardiez simplement pas. » Sur les marches du palais de justice, Thomas attendait, serrant son cahier de mathématiques comme un talisman. Quand il vit sa tante, son visage s'illumina d'une fierté sans borne. « Tu as été courageuse ?» demanda-t-il. Sophie sourit, ébouriffant ses cheveux. «
J'ai juste été moi-même, pour la première fois depuis longtemps. Ensemble, ils descendirent les marches vers la place Bellecour baignée de soleil, où Madeleine les attendait avec des crêpes chaudes enveloppées dans du papier journal. « Maintenant, dit Madeleine en mordant dans sa crêpe, nous attendons. Et quelle que soit la décision, nous continuerons à avancer. » Sophie acquiesça, regardant les passants vaquer à leurs occupations. La ville continuait de tourner, indifférente au petit drame qui venait de se jouer. Mais quelque chose avait changé en elle, définitivement et irrémédiablement. Elle avait parlé et le monde avait écouté. Le tribunal trancha en faveur de Sophie. Excuse publique, indemnisation. Et plus important encore, un audit obligatoire des pratiques managériales des entreprises Mercier. Mais ce qui émut la ville ne fut pas le verdict. Ce fut la vidéo. Victor, le jeune stagiaire, avait enregistré le discours de Sophie, en particulier le moment avec les sandales. En quelques heures, la vidéo était devenue virale, d'abord à Lyon, puis à Paris, puis à Marseille. L'extrait fut traduit en 5 langues, sous-titré en 12. « Elle s'est tenue comme une reine », tweetait une femme, « avec des sandales de vérité ». Les présentateurs de télévision débattèrent de la dignité au travail. Les influenceurs parlaient du labeur silencieux. Même les écoles utilisaient de l'affaire dans les cours d'éducation civique. 3 jours plus tard, les entreprises Mercier organisèrent un forum ouvert sur le respect au travail. De façon inattendue, Sophie fut invitée à prendre la parole. Elle arriva dans une robe bleu marine, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour dire quelque chose. Sur scène, elle se tourna vers le personnel. « Je ne demande pas le pardon, je demande la prise de conscience. Chaque sol sur lequel vous marchez a été nettoyé par quelqu'un qui comptait. » Puis elle se tourna vers Monsieur Mercier, assis au premier rang. « Je vous remercie, dit-elle, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour m'avoir montré qui je suis vraiment. » La salle tomba dans le silence, et puis un applaudissement lent, de Madeleine, puis Thomas, puis tous les autres. Mercier se leva. Il n'applaudit pas, mais il inclina légèrement la tête. C'était suffisant. La dignité avait été restaurée, mais plus que cela, elle avait été témoin. Le matin du forum, Lyon s'était réveillé sous une bruine légère qui transformait les toits en miroirs et faisait briller les pavés. Sophie avait pris le tramway jusqu'au siège des entreprises Mercier, serrant son parapluie comme un bouclier. Dans sa poche, le discours qu'elle avait préparé toute la nuit, relu et corrigé par Thomas et Madeleine. « Tu es sûr que tu veux y aller ?» avait demandé Madeleine la veille. « Tu n'as rien à leur prouver. » Sophie avait souri. « Ce n'est pas pour prouver, c'est pour transformer. » L'amphithéâtre de l'entreprise était rempli au-delà de sa capacité. Des employés de tous les départements, des cadres supérieurs aux agents d'entretien s'étaient rassemblés, certains par curiosité, d'autres par solidarité, quelques-uns par obligation. Quand Sophie monta sur scène, un murmure parcourut l'assemblée. Elle portait une robe simple mais élégante que Madeleine avait retouchée pour l'occasion, et les sandales, ces mêmes sandales qu'elle avait présentées au tribunal comme preuve de son humiliation. Élodie, l'assistante de Mercier, était assise au premier rang, son expression oscillant entre l'ennui et l'inconfort. À côté d'elle, Béatrice souriait avec une fierté maternelle. « Bonjour à tous », commença Sophie, sa voix étonnamment assurée dans le micro. « Je me tenais ici même, il y a 3 semaines, avec une serpillière. Aujourd'hui, je me tiens avec des mots. Les 2 sont des outils, les 2 peuvent nettoyer. » Le silence qui suivit était chargé d'attention. « Je ne suis pas venu vous accuser ni vous faire la morale. Je suis venu vous inviter à voir, vraiment voir, les personnes qui rendent votre travail possible. » Elle raconta alors, non pas son licenciement, mais sa vie quotidienne en tant que femme de ménage. Les réveils à 5 heures du matin, les produits chimiques qui abîmaient ses mains, les conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Chaque matin, je nettoyais les empreintes de la veille pour que vous puissiez en créer de nouvelles. J'étais invisible, mais mon travail était essentiel. Dans le public, plusieurs têtes se baissèrent, touchées par cette vérité simple.
Je ne demande pas des salaires exorbitants ou des privilèges spéciaux. Je demande simplement que nous reconnaissions notre humanité commune. » Quand elle termina son discours, l'applaudissement qui suivit fut spontané et sincère. Des larmes brillaient dans plusieurs yeux. Victor, le stagiaire, filmait discrètement avec son téléphone. C'est cette vidéo qui deviendrait virale dans les heures suivantes. Monsieur Mercier se leva alors. Le silence revint immédiatement. « Mademoiselle Moreau, dit-il, sa voix inhabituellement humble, vos paroles sont justes. Je voudrais vous présenter mes excuses, non seulement pour l'incident qui a conduit à votre licenciement, mais pour n'avoir jamais pris le temps de voir la personne derrière la fonction. » Un murmure surpris parcourut l'assemblée. « À partir d'aujourd'hui, poursuivit-il, les entreprises Mercier s'engagent à mettre en place un programme de respect et de valorisation pour tous nos employés, quel que soit leur poste. » Il tendit la main vers Sophie. Un geste simple mais révolutionnaire dans la hiérarchie rigide de l'entreprise. Après un moment d'hésitation, elle la serra. Ce soir-là, les médias locaux titraient « La révolution des invisibles », quand une femme de ménage enseigne le respect à un PDG. Le téléphone de Sophie ne cessa de sonner. Journalistes, associations de défense des travailleurs, autres employés souhaitant partager leurs histoires similaires. « Tu es devenue une célébrité, Tati », s'amusa Thomas en regardant sa tante apparaître dans le journal télévisé régional. Sophie secoua la tête. Pas une célébrité. Un symbole, peut-être. Madeleine, qui tricotait dans son fauteuil habituel, hocha la tête avec sagesse. Les symboles sont puissants. Ils permettent aux gens de voir ce qu'ils n'osaient pas regarder. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Sophie inspira d'autres actions. À Marseille, des femmes de ménage d'un grand hôtel organisèrent une journée de sensibilisation, portant toutes des sandales identiques. À Paris, un collectif d'employés de service lança une campagne intitulée « Regardez-nous » avec des témoignages poignants. Le syndicat des travailleurs de l'entretien invita Sophie à intervenir lors de leur congrès annuel. Hésitante mais déterminée, elle accepta. « Je n'ai jamais voulu être un porte-parole », confia-t-elle à Madeleine. « Je voulais juste être respectée. »« Parfois, » répondit son amie, « notre destin nous choisit, et parfois ce destin est plus grand que ce que nous avions imaginé. » Un matin, Sophie reçut une lettre inattendue. L'entête officielle indiquait qu'elle venait du ministère du Travail. On lui proposait de rejoindre un comité consultatif sur la dignité au travail, spécifiquement pour représenter les travailleurs du secteur de l'entretien. « Ils veulent ta voix à la table des décisions », s'exclama Madeleine émerveillée. « Ma voix », répéta Sophie doucement, comme si ces mots contenaient une magie nouvelle. Thomas, qui écoutait la conversation, leva les yeux de son livre de mathématiques. « Tu vois, Tati, j'avais raison. Dans les histoires, ceux qui ont raison finissent toujours par gagner. » Sophie sourit, touchée par sa foi intacte. Peut-être que le monde pouvait parfois fonctionner comme dans les livres, après tout. Ce soir-là, en rentrant d'une interview pour une radio locale, Sophie passa devant le siège des entreprises Mercier. L'immense bâtiment de verre et d'acier brillait dans le crépuscule, imposant et froid comme toujours. Mais quelque chose avait changé. À l'entrée, un nouveau panneau indiquait « Respect et dignité, les fondements de notre entreprise ». Sophie s'arrêta un instant, contemplant ces mots qui, une semaine plus tôt, auraient semblé impossibles à associer à cet endroit. Un gardien de nuit la reconnut et lui sourit timidement. « Vous avez changé les choses ici, dit-il. Merci. » Sophie hocha la tête, émue. « Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Parfois, nous l'oublions simplement. » En marchant vers l'arrêt de tramway, elle sentit une légèreté nouvelle dans ses pas. L'empire de verre n'était pas tombé, mais il s'était incliné, juste assez pour que la lumière puisse enfin atteindre ceux qui travaillaient dans ses ombres. Les mois passèrent. Sophie commença à travailler comme consultante pour des entreprises sur l'éthique du travail. Elle ne nettoyait plus les sols, elle nettoyait les consciences. Thomas, maintenant âgé de 12 ans, tenait sa main alors qu'il passait devant une librairie qui affichait sa photo sous une bannière « Voix qui ont changé Lyon ». À la maison, ses sandales reposaient toujours près de la porte, non pour être portées,
mais pour se souvenir. Madeleine venait souvent en visite. « Tu regrettes le silence ?» demanda-t-elle un jour. Sophie sourit. « Non, j'ai trouvé ma voix, et elle est plus forte que je ne pensais. » Un soir, Thomas demanda « Tati, tu avais peur quand tu t'es présentée au tribunal ?» Elle toucha son front. Terrifiée, mais rester silencieuse était pire. Il hocha lentement la tête. « Je veux être courageux aussi. »« Tu l'es déjà, » murmura-t-elle, puis elle regarda par la fenêtre. La ville pulsait de lumière, mais Sophie n'en avait plus besoin pour voir. Elle était devenue elle-même, et ses derniers mots, à jamais gravés dans les mémoires, furent ceux-ci. Même ceux que le monde piétine laissent des empreintes qui comptent. Le printemps était revenu à Lyon, habillant les quais de la Saône de bourgeons roses et blancs. Presque un an s'était écoulé depuis cette journée où Sophie avait trouvé sa voie. L'appartement de la Croix-Rousse avait changé, tout comme ses occupants. Des livres de droit s'empilaient sur l'étagère du salon, à côté des manuels de mathématiques de Thomas. Des photographies encadrées témoignaient d'une année extraordinaire. Sophie recevant un prix d'une association de défense des droits des travailleurs, Thomas sur le podium d'un concours de mathématiques, Madeleine et Sophie devant le bâtiment du ministère du Travail. Ce matin-là, Sophie préparait le petit déjeuner en écoutant la radio. Un reportage évoquait les nouvelles mesures adoptées par la ville de Lyon pour améliorer les conditions de travail des agents d'entretien municipaux. Mesures qu'elle avait contribué à élaborer. « C'est encore bizarre d'entendre parler de ton travail à la radio », commenta Thomas en tartinant sa baguette de confiture. Sophie sourit. « Je m'y habitue à peine moi-même. » Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Après son intervention remarquée chez Mercier, d'autres entreprises l'avaient contactée. D'abord pour des témoignages, puis pour des conseils sur la façon d'améliorer les relations avec leur personnel d'entretien. Ce qui avait commencé comme des interventions ponctuelles s'était transformé en une véritable activité de conseil. Sophie avait repris des cours du soir en droit social, soutenue par une bourse d'une fondation impressionnée par son histoire. « Tu as reçu une invitation », annonça Thomas, lui tendant une enveloppe qu'il venait de ramasser dans la boîte aux lettres. Sophie l'ouvrit avec curiosité. C'était une invitation à intervenir lors d'une conférence internationale sur la dignité au travail, à Genève. « Genève !» s'exclama-t-elle. « C'est... incroyable !» compléta Madeleine qui venait d'entrer, utilisant sa clé comme elle en avait l'habitude. « Notre Sophie va parler aux Nations Unies. » « Pas exactement les Nations Unies, » tempéra Sophie en riant. « Juste une conférence à Genève. »« Pour moi, c'est pareil, » affirma Madeleine avec un geste large. « Tu vas leur montrer ce qu'une femme de la Croix-Rousse peut faire. » Thomas observait sa tante avec un mélange d'admiration et de fierté. « Est-ce que je pourrais venir avec toi ?»« Bien sûr, » répondit Sophie sans hésiter. « C'est ton histoire aussi. » Plus tard ce jour-là, Sophie se rendit au siège des entreprises Mercier pour une réunion de suivi. Le programme de respect au travail qu'elle avait aidé à mettre en place montrait des résultats prometteurs. Les employés de tout niveau rapportaient une amélioration significative du climat de travail. Dans le hall, elle croisa Élodie, l'ancienne assistante de Mercier. « Bonjour Sophie », salua Élodie, visiblement mal à l'aise. « Bonjour Élodie », répondit Sophie avec une cordialité tranquille. Un silence gêné s'installa entre elles. C'était Élodie qui avait fait cette remarque cruelle le jour où Sophie était venue chercher sa dernière paix. « commença Élodie, cherchant ses mots. « Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit ce jour-là. C'était mesquin et injuste. » Sophie la regarda avec surprise. « Merci, » dit-elle simplement. « J'ai beaucoup réfléchi depuis, » poursuivit Élodie, « sur la façon dont je traitais les autres, sur la personne que je voulais être. » Sophie hocha la tête, comprenant ce processus de remise en question. Parfois, il faut voir notre reflet dans les yeux des autres pour vraiment se connaître. Élodie sourit faiblement. « Je vais quitter l'entreprise, en fait. Je reprends des études de droit social. »« Vraiment ?» s'étonna Sophie. « Vous m'avez inspiré, » admit Élodie. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer. » En montant à l'étage pour sa réunion,
Sophie réfléchit à cette conversation inattendue. Les graines de changement poussaient dans les endroits les plus improbables. Monsieur Mercier l'accueillit dans son bureau avec une courtoisie qui semblait désormais naturelle. L'homme n'avait pas fondamentalement changé. Il restait un dirigeant exigeant et parfois dur. Mais quelque chose dans sa façon de voir les autres s'était transformé. Nos indicateurs de satisfaction du personnel sont en hausse, annonça-t-il, lui montrant des graphiques sur son écran. Et, plus surprenant encore, notre productivité également. Ce n'est pas si surprenant, répondit Sophie. Les gens qui se sentent respectés donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mercier acquiesça pensivement. Une leçon coûteuse, mais précieuse. À la fin de la réunion, il lui tendit une enveloppe. Notre contribution à votre nouvelle association. Sophie avait récemment créé, avec l'aide de Maître Laurent, une association pour la dignité des travailleurs invisibles. L'enveloppe contenait un chèque substantiel. « Merci », dit-elle simplement. « Non », répondit Mercier. « C'est moi qui vous remercie pour cette leçon d'humanité. » En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie passa par le marché de la Croix-Rousse. Les étals colorés, les odeurs d'épices et de fruits frais, les conversations animées des marchands, cette vitalité quotidienne qu'elle n'avait pas toujours eu le temps d'apprécier dans ces jours de fatigue extrême. Elle acheta des légumes pour une ratatouille, des fraises pour Thomas et un bouquet de lavande pour Madeleine, des gestes simples qui contenaient désormais toute la richesse d'une vie transformée. La maison, elle trouva Thomas et Madeleine penchés sur un album photo qu'ils constituaient pour documenter leur année extraordinaire, comme ils l'appelaient. « Regarde ce que j'ai trouvé », dit Thomas en lui tendant une vieille photographie jaunie. C'était une image de Sophie à 18 ans, aux côtés de ses parents, tous souriants devant leur modeste maison à Marseille, avant les tragédies, avant les épreuves. « Ils seraient si fiers », murmura Madeleine, serrant doucement l'épaule de Sophie. Cette nuit-là, après que Thomas se fut endormi, Sophie sortit sur le petit balcon. Lyon s'étendait devant elle, constellation de lumière dans la nuit douce. Quelque part dans cette mosaïque urbaine, d'autres femmes et hommes travaillaient dans l'ombre, invisibles mais essentiels. Pour eux, elle continuerait à parler. Pour eux, elle garderait ses sandales près de la porte, un rappel constant que la dignité n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Et si un jour on lui demandait quel était son plus grand accomplissement, elle ne parlerait ni des conférences, ni des changements de politique, ni des prix. Elle parlerait d'un moment simple, celui où, dans une salle d'audience ordinaire, une femme de ménage s'était levée et avait trouvé sa voix. Une voix qui, contre toute attente, avait été entendue. Une voix qui avait rappelé au monde que même les plus humbles pas laissent des empreintes dans le sable du temps. Des empreintes qui, parfois, changent la direction du vent.